Si quelqu'un vous demandait où se trouvaient les terres des barbares à l'époque de l'Empire romain, vous indiqueriez probablement les zones au nord des fortifications frontalières d'Orne romaine Lim, dans les grandes forêts de Germania Magna, où d'innombrables tribus germaniques vivaient à l'apogée de l'Empire romain. D'autres pourraient peut-être pointer vers les terres rudes au nord du mur d'Adrien et d'Antonin dans les Highlands écossaises, où vivaient les féroces écossais et pictes. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une tribu de personnes a vécu au milieu de l'Empire romain pendant des centaines d'années, qui a été considérée comme barbare par les Romains pendant très longtemps? En effet, dans la région de l'Asie mineure, au sud des montagnes du Taurus, vivait une tribu de montagnards féroces qui, même à la fin des années 490 après Jésus-Christ, n'était toujours pas totalement pacifiée et intégrée à l'Empire romain, et ces soi-disant barbares étaient les Isauriens. Et ils joueraient un rôle central dans la politique romaine? Non, ils seraient même essentiels pour assurer sa survie continue. Les Romains ont d'abord pris contact avec eux au début du 1er siècle avant JC, à l'époque de la République romaine. Lorsque les Romains se sont étendus vers l'Est, ils ont rencontré une forte résistance et surtout, des pirates et d'autres bandes de maraudeurs ont continué à harceler les Romains même après que la région a été conquise. C'est alors que les Isauriens sont apparus pour la première fois en tant que féroces combattants s'opposant aux Romains. Mais le proconsul Publius Servilius Vatia Isauricus a porté le combat aux Isauriens et les a vaincus non seulement en bataille ouverte, mais il a également utilisé l'ingéniosité romaine. Il a assiégé leur ville capitale Isora, puis a détourné la principale rivière, privant ainsi les défenseurs d'Isora de leur seule source d'eau, les forçant ainsi à se rendre. Pour cette victoire, il a reçu le titre d'Isauricus. Cette région au pied du mont Tars a ensuite été incorporée dans la nouvelle province de Cilicie. Mais cela ne devrait pas rester la dernière fois que les Romains auraient besoin de combattre les Isauriens. Car même après que la région était sous le contrôle romain, les Isauriens sont restés une tribu de montagnes féroces largement indépendante et non romanisée. Ils avaient leur propre langue, l'isaurien, qui dérivait des anciennes langues indo-européennes, était grammaticalement et phonétiquement très différent du latin ou du grec, et ils ont également conservé leur propre culture et se voyaient donc probablement indépendants de l'Empire romain. Et cela se verrait encore et encore. Pour les 500 prochaines années, le prochain conflit avec les Romains est déjà survenu en 6 après JC. L'historien romain Cassius Dio a écrit qu'ils étaient à nouveau en maraude à travers la province d'Asie mineure, causant des problèmes, volant et pillant, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau vaincus par une armée romaine en 6 après JCC. On pourrait donc penser qu'ayant été vaincus 2 fois par les Romains et étant entourés de tous côtés par l'Empire romain, ces Orients finiraient par s'intégrer à l'Empire romain et renonceraient à leur indépendance. Mais non, il continuerait à poser des problèmes pour les prochains siècles en temps de paix. Quand l'Empire romain prospérait, il restait silencieux. Mais dès qu'il y avait des problèmes quelque part, il recommençait à piller les villes voisines. Autour de Tarsos et de leur capitale, Isora, ils sont par exemple mentionnés pendant la crise du IIIe siècle pour avoir offert un abri. L'usurpateur Trebellianus. Cependant, ce personnage n'a probablement jamais existé et est une pure invention de l'infâme Historia Augusta, une chronique historique semi-fictionnelle. Cependant, le fait que les Isauriens soient misément mentionnés à cette époque rend assez probable qu'ils ont de nouveau utilisé le chaos à leur avantage en pillant les villes environnantes ou disons au moins en causant des problèmes. Ammianus Marcellinus même à la fin des 300. Appelait toujours les Isauriens le fléau des provinces voisines de l'Asie mineure, ce qui implique qu'ils étaient certainement encore une source de problèmes à la fin des 300. La prochaine fois que nous entendrions parler d'eux de manière importante, ce serait dans les années difficiles du début des 400, lorsque l'Empire romain d'Orient a rencontré de gros problèmes. Peu de temps après la rébellion des Goths,
sur la tribu de Guild et Gainaz de 399 à 401, les Isoriens ont de nouveau vu cette chance de profiter de l'instabilité de cette époque et de piller la campagne environnante de Tars, ce qu'ils ont effectivement fait de 404 à 409. Cette fois cependant, les raids étaient si mauvais que l'empereur romain d'Orient de l'époque, Arcadius, qui était généralement assez incapable, a envoyé l'un de ses généraux, le comes rei militaris Arbazacius, pour vaincre les Isoriens. Et en effet, Arbazacius a vaincu les maraudeurs isoriens, les repoussant vers leur village de montagne, mais les poursuivant et détruisant même un grand nombre de leurs villages, tuant ainsi de nombreux Isoriens au passage. Petite anecdote amusante, Arbazacius a plus tard eu des ennuis parce qu'il a utilisé le butin de la défaite des Isoriens pour s'enrichir et mener une vie de luxe. Il a à peine pu éviter un procès à Constantinople pour sa mauvaise conduite en soudoyant l'impératrice Aelia Eudoxia, ce qu'il a réussi à faire, assez drôlement, et il a ensuite vécu le reste de sa vie dans un luxe extravagant à Constantinople, soutenu par les trésors qu'il avait accumulés en Isorie. Mais maintenant viendrait le temps où les Isoriens se révéleraient essentiels dans la politique romaine orientale. En l'an 460, alors que dans l'ouest l'empereur Majorien régnait, dans l'est l'empereur Léo recrutait une unité de garde du corps d'élite uniquement parmi les Isoriens. J'ai parlé dans cette vidéo de cette unité de garde du corps d'élite appelée les Excubitors, et parce que les Isoriens avaient été si indépendants, ils ne se souciaient pas beaucoup de la politique romaine et étaient assez neutres. C'est pourquoi ils étaient pratiquement incorruptibles, et c'est pourquoi Léo les a utilisés comme contre-force aux éléments germaniques de l'Est en 471. C'étaient ces excubitors, 300 en nombre comme les anciens Spartiates, qui ont mis fin à l'infiltration germanique de l'Est en tuant le magister militum à moitié Alani, à moitié gothique, Aspar et son fils Artaburius, éliminant ainsi la subversion germanique de l'Empire romain d'Orient. Quelque chose que l'Empire romain d'Occident n'a malheureusement pas pu faire, car il lui manquait une tribu barbare neutre à l'intérieur de l'Empire. L'Ouest n'avait pas ses propres Isoriens. C'est donc exactement la nature belliqueuse et l'indépendance des Isoriens qui étaient essentielles pour l'empereur Léo et qui assurerait la survie de l'Empire romain d'Orient peu de temps après, en 474 après la mort de l'empereur Léo. Quelque chose d'inconcevable seulement quelques décennies plus tôt se produirait. Un Isorien deviendrait pour la première fois empereur de l'Empire romain d'Orient et il avait le nom très facile à retenir de Tarasicodissa Rosumbladadiots. Essayez de dire cela 3 fois rapidement d'affilée, mais il est mieux connu sous son nom de règne officiel Zénon. Cependant, le problème était que, parce que les Isoriens avaient été des maraudeurs, des bandits et des pillards pendant plus de 500 ans à ce stade, il est compréhensible que la population de Constantinople ne les aimait pas beaucoup. En fait, même en 474, ils étaient tous considérés comme des barbares de l'intérieur de l'Empire et détestés par la plupart de la population romaine. Cela allait maintenant se révéler être un gros problème non seulement pour l'Empire romain d'Orient, mais aussi pour l'Occident. Car c'est précisément à cette époque, alors que l'Occident faisait face à sa dernière guerre civile, que le dernier empereur romain d'Occident, Julius Nepos, aurait eu besoin de l'aide de l'Est pour reprendre l'empire d'Occident de l'usurpateur germanique Odoacre. Mais le problème était que Zénon faisait face à d'énormes rébellions, parce qu'il était Isorien, la première déjà en 475, où il a dû fuir et a perdu son titre impérial au profit de l'usurpateur Basiliskos. Zénon a réussi à reprendre le trône en août de 476. Cependant, à ce moment-là, l'usurpateur Odoacre avait déjà réussi à prendre le contrôle de l'Italie. Ainsi, la rébellion de Basiliscus est arrivée au pire moment. Et c'est aussi la raison pour laquelle Zénon ne pouvait pas envoyer de renfort à l'ouest, car il avait maintenant besoin de toute la main-d'œuvre pour consolider son règne. Mais même après cela, puisqu'un Isorien sur le trône continuait d'être considéré comme un outrage absolu, il y aurait des rébellions pour le reste du règne de Zénon.
La suivante a été menée en 479 par Marcianus, le fils aîné de l'empereur Anthemius. Puis il y a eu une autre en 484 sous le général Illus. Zénon avait un fils appelé Léo II qu'il a fait César, empereur junior, en 472. Il aurait succédé à Zénon, mais malheureusement, Léo II est mort enfant d'une maladie déjà en 474 à l'âge de 7 ans. Quand Zénon est mort en 491, les appels se sont immédiatement intensifiés pour que le prochain empereur romain soit à nouveau, un Romain. Et ainsi Anastase est devenu empereur en 491, qui n'était pas un Isorien, mais un Romain. Cela a rendu les gens de Constantinople très heureux, mais cela a rendu les Isoriens très malheureux car ils s'étaient habitués à ce que l'un des leurs soit empereur à Constantinople. Alors qu'ont-ils fait? Ils se sont bien sûr rebellés à nouveau, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant au cours des siècles précédents. Cela a conduit à la guerre isorienne de 492 à 497. En 492, l'Empire d'Orient a dû envoyer une armée pour réprimer la rébellion des Isoriens. C'était une guerre assez longue, mais les Isoriens ne pouvaient pas résister à la puissance de l'Empire romain d'Orient. Après des défaites, en 492 et 493, ils se sont barricadés dans leur forteresse de montagne pendant quelques années de plus. Mais ils ont finalement été vaincus en 97 par Jean le Scythe. Et cette défaite était si totale, si complète, que ce serait la dernière fois que nous entendrions parler des Isoriens comme causant des problèmes pour l'Empire romain d'Orient. Car déjà à l'époque de Justinien, au milieu du VIe siècle, ils avaient finalement été pacifiés pour de bon plus de 600 ans après avoir été incorporés au territoire romain. Ainsi, nous voyons que les Isoriens étaient souvent une source de problèmes, mais leur rôle, en tant que 300 excubitors sous Zénon, a contribué à mettre fin à la subversion germanique de l'Empire romain d'Orient, et l'empereur Zénon, l'Isorien, était en fait un empereur assez capable. Ainsi, les Isoriens, ces barbares au milieu de l'Empire romain d'Orient, ont joué un rôle important tout au long de l'histoire romaine, parfois ennemis, parfois amis et alliés, mais toujours respectés en tant que combattants puissants. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Je vous serai extrêmement reconnaissant, ainsi qu'à tous les soutiens de Majorianos. Vous êtes incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur les excubitors isoriens ou excubitors, vous pouvez regarder cette vidéo, dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur la rébellion de Marcianus, fils d'Anthemius contre Séno, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et bene.